Lyon et professeur d'économie à l'Université Paris-Nord. Il est au conseil scientifique d'Attac et c'est un porte-parole d'Attac France. Il est en ce moment surchargé de travail et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous ce soir et nous le remercions bien vivement et bien chaleureusement de l'effort qu'il a fait de venir. Merci non, de m'avoir invité, c'est un plaisir. J'étais ici dans cette ville il n'y a pas si longtemps, dans le j'ai eu plaisir à revenir. Et donc surtout dans le cadre de ce colloque qui s'annonce très bien, vu la richesse des thèmes et des interventions et la qualité des intervenants, je ne parle pas de moi. Mais voilà, donc ça devrait être en effet très intéressant. Et en effet, on a cette période électorale où on parle de l'Europe, pas assez d'ailleurs, je dirais. C'est étonnant de voir à quel point on en parle peu. Eh bien, il est important que les citoyens réfléchissent, s'interrogent sur l'avenir de l'Europe, qui, comme vous le savez, passe une période difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme, une période de crise, et évidemment, une certaine morosité, et un des dangers qui guette cette Europe, c'est notamment le fait qu'on peut craindre qu'il y ait un taux d'abstention extraordinairement élevé dans ces élections, montrant que beaucoup de citoyens ne se reconnaissent pas dans cette Europe-là, et donc, nous avons un défi, nous, en tant que citoyens actifs européens, à vraiment surmonter cette morosité. Alors, un des défis de l'Europe aujourd'hui, de l'Union européenne aujourd'hui, c'est ce traité de libre-échange qui est en cours de négociation depuis le 14 juin dernier. Entre parenthèses, il y a un traité qui est presque d'ailleurs achevé, qui est presque signé. Il y a encore un certain nombre de détails techniques, paraît-il, mais c'est entre l'Europe, l'Union européenne et le Canada. C'est déjà pratiquement fait. Mais là, il s'agirait d'un traité avec les États-Unis qui, en fait, serait un traité qui regrouperait les deux grandes puissances commerciales et économiques les plus importantes du moment. Et donc, aurait un poids, ça représenterait à peu près 50% du PIB mondial, si on additionne les PIB de l'Europe pour vous donner l'importance. Donc, ce qu'attendent évidemment les promoteurs de ce traité, c'est d'avoir un effet d'entraînement, non seulement sur l'Europe, mais sur le monde, et donc, d'une certaine façon, un effet de domination accrue sur le reste du monde. Ce serait certainement, s'il était signé tel qu'il est prévu, le traité de libre-échange qui irait le plus loin dans le libéralisme et dans le néolibéralisme. Et c'est en cela que nous sommes très critiques à l'égard de ce projet de traité et que nous le combattons de toutes nos forces. Nous ne sommes pas opposés aux échanges, au contraire. Je crois qu'on pense que les échanges sont nécessaires, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition, et pas pour des intérêts particuliers. Donc c'est un peu ça que je vais développer rapidement. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant et sensibilisés à ce traité et à ce qu'il représente. Simplement pour vous dire que ce traité a trois dimensions qui le caractérisent et qui montrent qu'il va plus loin que les autres traités de libre-échange existants. Il s'agit d'abord de s'attaquer aux barrières tarifaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général les droits de douane. Mais il s'agit aussi, et c'est là que le point est important parce que c'est un élément de nouveauté relatif par rapport aux autres traités, on va s'attaquer aussi aux barrières non tarifaires, ce qu'on appelle souvent les normes sociales, environnementales, sanitaires. Et troisièmement, et ça c'est un élément important parce que ce traité s'appelle le traité transatlantique pour le commerce et l'investissement. Donc troisièmement, il y a la question de l'investissement et de la finance qui est une dimension absolument essentielle. Voilà. Et donc, dans la plupart des traités de libre-échange, on s'intéresse d'abord et surtout aux barrières tarifaires. Et chez nous, dans ce projet-là, on va aller beaucoup plus loin et donc avec des effets, de notre point de vue, négatifs, essentiellement négatifs, qui vont être très, très importants. Alors, pour l'aspect tarifaire, juste un mot. Par exemple, l'agriculture française, européenne, pardon, a encore des droits de douane, je ne sais pas si vous le savez, de l'ordre de 13 à 14% en moyenne, alors qu'aux États-Unis, c'est 5% pour l'agriculture. Donc, résultat, si ce traité atteint son objectif, c'est la libéralisation maximum, le plus haut degré de libéralisation qui est visé, abaissement des droits de douane sur l'agriculture, et ça va tuer un très très grand nombre d'exploitations agricoles, et notamment une forme d'agriculture que nous défendons tous, qui est l'agriculture familiale, qui est l'agriculture locale,
par opposition à l'agriculture industrielle, aux grandes firmes, des fermes-usines, etc., etc. Et donc là, il y a un enjeu absolument considérable. Dans d'autres domaines aussi, il y a des enjeux, je ne fais que les citer parce que le temps est court. Il y a l'énergie, il y a ce débat sur la question du gaz de schiste, par exemple, qui est surexploité aux États-Unis, alors qu'en Europe, beaucoup de pays résistent, pas tous, mais beaucoup de pays résistent, dont la France. Et bien là, on peut penser que si ce traité est conclu, il sera beaucoup plus difficile de résister. Pourquoi? Et c'est là qu'on rejoint la question des investisseurs. Il y aura une clause dans ce traité, si il est négocié, s'il est signé, qui prévoit une relation, une protection des investisseurs. Et donc, qui va poser en des termes nouveaux les relations entre les capitales privées et les États et les collectivités publiques. C'est-à-dire que si un investisseur constate et considère que ses intérêts sont lésés, eh bien, il pourra attaquer une collectivité publique, par exemple une municipalité, mais également un État, et obtenir que soit constitué ce qu'on appelle un tribunal d'arbitrage, composé de juges privés, d'arbitres privés, qui se situent au-dessus des justices publiques, justice des États-nations, justice communautaire, voire Cour de justice européenne, internationale. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est une forme de privatisation de la justice. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et donc, nous disons que là, il y a vraiment un problème. Et par exemple, pour la question du gaz de schiste, on le voit déjà sur le continent américain, dans le cadre de l'ALENA, un autre traité de libre-échange continental, eh bien, on voit qu'il y a des sociétés d'investissement qui, en ce moment, sont en train d'attaquer la province du Québec, qui a mis un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Et probablement vont asphyxier les collectivités qui, s'ils perdent leur procès, ce qui est assez probable, parce qu'à peu près 2/3 des procès de ce type-là sont gagnés par les multinationales et par les investisseurs, amèneront à reculer donc, les autorités publiques qui sont sous une pression très forte. Donc c'est pour vous dire que là, il y a vraiment des dangers importants. On pense aussi qu'il y a des dangers importants pour les services publics. C'est-à-dire qu'il va y avoir une privatisation progressive de certains services publics dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, par exemple. Ça a déjà commencé au sein même de l'Europe, avec le marché unique européen, mais ça ira encore beaucoup plus loin. Et là, il y a vraiment des soucis à se faire. Je ne développe pas, vous poserez des questions si vous voulez qu'on donne des détails, puisqu'il y a beaucoup d'exemples à donner qui sont vraiment très parlants dans ce domaine. Par exemple, peut-être en avez-vous entendu parler, la question des cantines scolaires. Les parents d'élèves, à juste titre, sont attachés à la bonne qualité d'alimentation de leurs enfants et ne veulent pas, dans beaucoup de cantines, que ce soit une alimentation industrielle du type Sodexo. Ben, si demain, quand le traité est signé, les parents d'élèves décident que pour la cantine de leurs enfants dans telle ou telle ville, ou tel village, eh bien, on abandonne l'entreprise industrielle, eh bien, l'investisseur, qu'il soit Sodexo ou qu'il soit américain, pourra attaquer devant un tribunal d'arbitrage la municipalité et lui demander des dommages-intérêts tellement élevés que celle-ci ne pourra pas, sera obligée d'obtempérer, et les gamins mangeront du Sodexo et autres, alors que les parents n'en veulent pas. Donc, ceci vous montre que ce traité est une atteinte à la démocratie, tout simplement. N'ayez pas peur des mots. Un grand journal du soir, hier, faisait un éditorial sur les fantasmes du traité, du pacte, du futur traité s'il est signé. Eh bien, non, ce ne sont pas des fantasmes. Et pourquoi Le Monde, pour ne pas le nommer, faisait un tel éditorial? Mais parce qu'aujourd'hui, le monde est gouverné par des investisseurs. Monsieur Pigasse, Monsieur Pierre Berger, ce sont des gens qui ont une logique d'investisseurs financiers. Ils se retrouvent totalement dans la logique du traité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les grands médias, le Figaro, les Échos, etc., qui sont entre les mains d'investisseurs, nous désinforment, tentent de nous faire croire que ce traité est une très bonne chose et que nous y gagnerons. Alors, l'argument, c'est de dire, vous allez voir, vous allez avoir un niveau de vie qui va s'améliorer, augmenter grâce au traité. Et bien là, c'est de la, excusez-moi d'être un peu familier, c'est de la rigolade. En tant qu'économiste, je peux vous dire que c'est de la rigolade. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, commandées par la Commission européenne, pour essayer de savoir quel serait l'impact sur l'économie, sur la croissance et l'emploi d'un tel traité. Eh bien, les économistes sont arrivés à des résultats qui sont les suivants. C'est que l'impact de croissance supplémentaire serait de 0,1% par an pendant 10 ans. Autant dire la marge d'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, ces études ne parviennent pas à démontrer que ça aurait un impact significatif sur la croissance et sur l'emploi.
Ce qui veut dire que les effets seraient ailleurs. Où seraient les effets? Eh bien, ils seraient du côté des transnationales, des entreprises transnationales, industrielles, agricoles, financières, qui seront les principaux bénéficiaires de ce traité s'il est signé. Et c'est pour ça que nous combattons, parce que derrière, il y a cette logique financière, cette logique purement commerciale, et pas du tout l'intérêt général. Absolument pas l'intérêt général. Et donc là, il y a un vrai combat à mener. D'un côté, je dirais, les citoyens, d'un côté, les usagers, d'un côté, donc, ceux qui défendent un certain nombre de valeurs de démocratie, de respect de l'agriculture locale, par exemple, de respect des services publics, et de l'autre, ceux qui se battent pour une rentabilité maximum dans un contexte donc, de concurrence effrénée entre les multinationales. Et donc là, il y a véritablement des enjeux sur des valeurs, tout simplement. N'ayons pas peur des mots. Et donc, nous nous situons complètement en opposition avec cette évaluation que faisait ce journal, mais il n'est pas le seul, hein, hier en disant que c'était des fantasmes, qu'il n'y a aucun danger. Nous disons que derrière ce traité, il y a des choix de société, purement et simplement, et il y va de la démocratie. Comme ici, on est dans une réunion organisée en partie par des organisations comme les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, je pense que vous êtes certainement, comme nous, très sensibles, vous et d'autres organisations, qui travaillez sur les droits de l'homme, sur l'impact que ceci aurait, et tout simplement l'impact sur la démocratie. En tant qu'économiste, je travaille beaucoup sur les questions de finances. Eh bien, je peux vous dire que l'impact probable du traité s'il était signé sur la sphère financière serait considérable. Il y a une crise aujourd'hui, c'est un euphémisme, c'est banal de le dire, une crise financière. La plupart des pays, des régions du monde ont tenté de faire des réformes financières pour renforcer la régulation financière, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs, ou en Europe. Bien. Pour nous d'ailleurs, ces réformes sont totalement insuffisantes, hein, mais elles existent. Eh bien, les multinationales l'ont d'ailleurs déclaré, notamment les banques, elles utiliseront ce traité pour faire obstacle, pour dire, voyez, telle et telle règle fait obstacle à la libre circulation du capital, nous demandons qu'elle soit levée, qu'elle soit amoindrie, et du coup, les maigres réformes qui auront été mises en place, pour certaines d'entre elles, seront menacées par ce traité. Et ceci est très inquiétant, parce qu'on sait que cette crise est due en partie à un déficit de régulation, à une insuffisance de régulation. Donc, si on revient en arrière sur les maigres avancées dans ce domaine, ça aura des effets très dangereux, potentiellement très dangereux sur la stabilité financière future, et on voit les dégâts qu'une crise financière peut faire, nous le vivons tous les jours. Donc, vous voyez, les enjeux sont absolument considérables pour la société. Nous disons donc, et je répète, parce que vraiment c'est le message majeur que je voudrais faire passer, c'est d'abord un problème par rapport à la démocratie. C'est-à-dire que si demain, nous, citoyens, nous électeurs, nous votons pour un conseil municipal, ou nous votons pour un gouvernement au niveau national, ou voire pour des députés européens au niveau européen, qui ne pourront pas appliquer les politiques pour lesquelles nous votons, parce qu'ils seront tout de suite battus en brèche par des entreprises multinationales qui attaqueront en justice ces collectivités publiques, qu'elles soient nationales, européennes ou locales, à ce moment-là, on voit qu'il y a un problème. C'est une volonté de faire une société de marché, une société gouvernée par la logique du marché, et plus du tout par le politique, c'est-à-dire par des choix politiques fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment la logique même du néolibéralisme poussé à son extrême. Alors, vous trouvez peut-être que je fais une description apocalyptique. Et en même temps, et je voudrais terminer par là, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a même beaucoup d'espoir que nous gagnions ce combat, parce que nous constatons, je ne sais pas si vous partagerez ce point de vue, que, alors qu'il y a encore 3 ou 4 mois, au début des négociations qui ont commencé en juin, donc c'est relativement récent, la plupart des citoyens ne savaient pas ce que c'était que ce traité de libre-échange. Aujourd'hui, il me semble que dans l'opinion publique, malgré la désinformation, notamment, de plus en plus de gens, je ne sais pas, moi j'interroge autour de moi des gens qui ne sont pas nécessairement très avertis des questions économiques ou des questions européennes ou des questions de commerce international, c'est quand même un sujet assez abstrait pour beaucoup, hein, ces questions-là. Eh bien, les gens commencent à s'en rendre compte, à être au courant et à penser qu'il y a des enjeux importants derrière tout cela qui va les concerner tôt ou tard. Et donc, il y a une prise de conscience et ceci est très encourageant. Deuxièmement,
il y a toute une série de corps constitués, de corps intermédiaires dans nos sociétés qui commencent à bouger. Et là, je donnerai deux exemples, on pourrait en donner beaucoup plus. D'abord, les élus. Les élus au Parlement européen ont commencé à se manifester. D'accord ? Les élus en France aussi, au Parlement français, ont commencé à exprimer publiquement leur inquiétude, voire leur opposition à ce traité. Donc, c'est très intéressant. Les organisations syndicales, au niveau européen, la Confédération européenne des syndicats, la CES, s'est exprimée très clairement contre la logique de ce traité, et les organisations syndicales dans notre pays, mais aussi dans les pays voisins européens, aussi ont dit que ce traité est extrêmement dangereux par rapport à la question de l'emploi et aux conditions de travail. Donc, il y a une vigilance, il y a une prise de conscience très importante dans ce domaine. Et puis, les collectivités territoriales ont commencé à réagir, et notamment plusieurs d'entre elles se sont déclarées hors TAFTA. Et par exemple, c'est le cas je donnerai 2 conseils régionaux, pas le vôtre, je ne crois pas pour le moment, mais peut-être que je me trompe. Il y a celui d'Île-de-France, et il y a celui de PACA, qui sont parmi les plus importants en termes de taille. Et donc moi je dirais que pour vous, ici, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre commune, par rapport à votre conseil régional, mais c'est clair que nous avons, nous, comme citoyens, à nous battre pour que nos élus prennent position et se déclarent, par exemple, hors TAFTA. Alors vous me direz, certains disent, quand je dis ça, mais vous riez parce que quand le traité sera signé, il sera tellement au-dessus des lois et au-dessus des institutions nationales, voire locales, qu'il n'y aura rien à faire. Non, parce que si, d'ici que ce traité soit signé, c'est pas exactement pour demain, ça sera peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans, parce que c'est un traité qui est très complexe, qui a des tas de dimensions, eh bien, ça prendra un certain temps. Eh bien, d'ici là, s'il y a beaucoup de collectivités territoriales en France et dans les pays autour de nous, en Europe, évidemment, nous travaillons ensemble, il faut travailler en solidarité et en complémentarité avec les pays voisins, eh bien, si beaucoup de régions et de collectivités territoriales se déclarent hors TAFTA, je crois que ça créera une situation telle qu'il sera difficile, par exemple pour les élus au Parlement européen, pour qui nous allons voter dans quelques jours, eh bien, de voter parce qu'ils vont être consultés. Le Parlement européen va être consulté, il pourra d'ailleurs dire oui ou non, il n'aura pas le droit d'apporter des amendements, il faut que vous le sachiez. C'est oui ou non, c'est à prendre ou à laisser. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de députés européens, de gauche comme de droite, qui vont tenter de voter, parce qu'en disant, voilà, il y aura une telle pression. Eh bien, s'il y a plein par ailleurs de communes, de collectivités, d'organisations syndicales, d'ONG, comme nous, comme vous et moi, comme les nôtres, qui se seront manifestés, qui auront dit non, nous ne voulons pas de ce traité, alors il sera très difficile de le signer. C'est pour ça que je pense que la victoire est possible. Et il y a 2 précédents où la société civile a gagné des victoires par rapport à ce type de traité. Il y a eu l'AMI en 1998, l'accord mondial sur l'investissement, qui était négocié en catimini, comme l'est d'ailleurs ce traité, à l'OCDE en France. Nous l'avons appris, un certain nombre d'organisations, dont ATTAC, l'ont appris, on l'a dénoncé, et le gouvernement Jospin à l'époque a dit « je me retire de négociations ». Et ça a contribué à faire capoter ce traité qui n'a jamais été signé. Autre exemple, alors ça c'est peut-être moins connu, c'est l'ACTA. En 2012, le Parlement européen a fini par voter non. C'est un des rares textes d'ailleurs que le Parlement européen a refusé, mais il a dit non. C'est un texte sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire sur le fait que les multinationales, pour lutter contre la contrefaçon, le piratage, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose de lutter contre cela, mais imposaient des contraintes qui étaient de type liberticide, c'est-à-dire sur notamment l'utilisation des nouvelles technologies, d'Internet, etc., qui auraient tué les réseaux sociaux, qui auraient mis en cause des logiciels libres, etc., etc. Eh bien, la mobilisation de la société civile, c'est pas vieux, c'est en 2012, c'est tout récent, a fait que l'ACTA n'a pas pu être voté. Et donc, vous voyez, nous ne partons pas perdants, loin de là. Mais la condition, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que nous soyons mobilisés. Mobilisés à tous les niveaux. Et comme ici, il y a un certain nombre d'organisations, je pense que de toute façon, vous étiez déjà, plus ou moins, mais il faut l'être encore plus demain, si nous voulons gagner cette victoire. Parce que là, franchement, pour l'Europe de demain, il y a des dangers tout à fait importants. Merci.